Bonjour, rebonjour à tous sur le plateau Studio M en direct d'Esprit Contract pour une nouvelle table ronde, la première de la journée en ce qui me concerne. Alors je vous présente mes interlocuteurs. Je commence par Jean-Philippe Cordina qui est directeur de création associé de Sagaise & Partners. Bonjour. Bonjour. Élodie Gonzalez, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur, associée et cofondatrice de BST LL. Exactement. Max Flageolet, bonjour. Vous êtes vice-président groupement Contract de Ligne Rosay. Merci d'être là. David Soulard. Bonjour. Vous êtes directeur général des meubles Gauthier. Tout à fait. Et à mes côtés, qui va co-présenter l'émission, dont je plaisante, Tristan Lener, qui est directeur général de RBC. Bonjour. Voilà. Donc nous avons un plateau, comme vous voyez, qui mélange des architectes, des archis d'intérieur, des spécialistes du tertiaire, des industriels et des distributeurs. Alors, on a assisté durant ces dernières années, en particulier suite à la crise du Covid, à une véritable mutation, la plus grande peut-être depuis les années 60, de l'organisation des bureaux. Une réorganisation qui risque d'être pérenne. Comment vous voyez la chose, vous, du côté de Sagaise ? Je vois surtout effectivement qu'il y a eu un grand bond en avant, une grosse accélération. Et la pérennité, elle est difficile à juger parce qu'en fin de compte, on ne s'attendait pas à ce que ça change aussi vite, aussi fort. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va sur une organisation qui est peut-être un petit peu plus sur mesure, dans le sens où aujourd'hui, je pense que chaque marque a compris qu'elle avait un rôle à jouer aussi vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est le côté marque employeur, il faut s'identifier. Et donc, je pense qu'on va arriver sur des solutions plus sur mesure pour les différents acteurs. On en avait déjà parlé ensemble. Maintenant, il y a beaucoup de services qui sont proposés aux salariés, qui sont des services qui avant étaient réservés à l'univers de l'hôtellerie. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous le proposez dans vos propositions justement chez BSTLL ? Oui, bien sûr, on le ressent. On fait des ateliers pour faire, comme disait Jean-Philippe, pour proposer des solutions sur mesure. Et on se rend compte que justement, d'un client à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes solutions qui vont fonctionner. Donc le recueil des besoins est très important en amont des projets. Est-ce que vous ne sentez pas un petit changement de paradigme, de rapport de force, je dirais, entre l'employeur et le salarié ? Avant, le salarié faisait acte de séduction pour finalement être embauché. Maintenant, on veut le garder à tout prix et le séduire en lui proposant beaucoup de services. Alors non seulement on veut le garder, on veut le recruter aussi et on veut qu'il vienne une fois qu'il est déjà dans l'entreprise. On veut qu'il vienne dans les locaux. Oui, parce que ça c'est un gros changement avec le télétravail. Exactement. Comment vous voyez le truc d'ailleurs du côté, de votre côté, de votre vision concernant le télétravail ? On a eu encore une fois une grosse accélération. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il y aurait presque un petit retournement de situation. Non, c'est assez amusant parce que on a vu le tout télétravail arriver très vite. Maintenant, on est quand même sur les leçons qu'on a tirées de cette période-là. Le télétravail, en fin de compte, aujourd'hui, il est en train de se stabiliser. Il y a certaines entreprises qui font un léger retour en arrière, justement pour stabiliser à 1-2 jours maximum par semaine. Donc on arrive à avoir maintenant une jauge assez fixe de ce volume de télétravail. C'est intéressant parce que ça a changé le rapport au lieu, mais il y a eu quand même, suite au tout collaborateur, il y a maintenant un équilibre qui se retrouve entre l'entreprise et le collaborateur. Et justement, cette nouvelle organisation, quelles en sont les implications concernant le mobilier ? On a des spécialistes du meuble. Introduisez le sujet en nous expliquant un petit peu, vous, vos préconisations. Quand vous allez voir les fabricants ou les distributeurs, en général, qu'est-ce que vous recherchez ? De quoi vous avez besoin comme recommandation de leur part ? Alors, on a besoin avant tout d'ergonomie, parce qu'en fin de compte, ce qu'on a vu aussi avec le télétravail, c'est qu'il y a un déficit d'ergonomie chez soi et dans les différents tiers-lieux qui est extrêmement fort. Je pense qu'on a passé l'époque du on va mettre des canapes partout et ça va faire des chouettes lieux de travail parce que ça marche pas, en fait, c'est sympa, ça donne une bonne ambiance, ça donne un nouvel état d'esprit, il en faut, c'est nécessaire, mais c'est un peu utopique de se dire qu'on va tous travailler sur des canapés. Aujourd'hui, on a besoin d'usage, je vois que vous mettez des images à l'écran, très variées, où on a besoin de retrouver des vraies fonctionnalités, un vrai confort, une vraie attention vis-à-vis des collaborateurs. Le lieu, c'est un peu un care-lieu, il doit prendre soin de ses collaborateurs. On a vu qu'il y avait des problèmes aussi de santé mentale qui s'étaient installés justement par rapport à la gestion du télétravail. Donc on a besoin de retrouver un cadre sécurisant, confortable, efficace.
toujours, par contre, avec la notion du côté hôtelier serviciel. Donc il y a un mix à faire, il y a des nouveaux mobiliers à créer, il y a des nouveaux usages à apporter pour que les deux mondes se rencontrent vraiment enfin et que ce soit plus juste on vient rapporter du décor dans un espace de bureau, ce qui n'est pas, la réalité d'un espace de travail. Oui. Au-delà de ça, moi je trouve que les fabricants de mobilier réfléchissent beaucoup aux solutions justement à travailler demain, parce qu'on doit travailler sur des bureaux qui ne sortiront pas avant 2-3 ans. On doit réfléchir à ce que sera le bureau plus tard. Et justement, je me suis aperçue que c'était les fabricants de mobilier qui faisaient énormément d'études et qui étaient assez intéressants justement, qui étaient hyper intéressantes et qui proposaient plein de manières différentes de faire évoluer les lieux. On se rend compte aussi que les cloisons mobiles, c'est très pratique, mais que c'est bien aussi de créer des micro-architectures et de faire en sorte que ce soit le mobilier qui donne les usages aux espaces et que les utilisateurs donnent eux-mêmes les usages aux espaces. Donc, alors, on va demander aux fabricants, justement, qui sont là. Hein, qui veut commencer? David. Moi, chez Gauthier, on a une gamme qui s'appelle Gauthier Office, qui est dédiée à ce type de projection dans le monde du travail. Donc effectivement, on a vu arriver l'open space. L'open space, c'est fini. Aujourd'hui, il y a un recloisonnement des choses. Donc nous, on accompagne sur cette partie-là. On a aussi une végétalisation des lieux qui doit s'incruster dans la partie en fait, du bureau. Donc c'est ce qu'on ressent aussi. Il y a une grande étude européenne qui a dit que le marché du meuble de bureau allait baisser dans les 2 ans qui viennent parce qu'il y a quand même moins de nouveaux mètres carrés, il faut quand même le dire. Mais par contre, le marché du réaménagement de bureaux va arriver vers un recloisonnement et vers quand même un petit peu plus de canapés parce que Gauthier, nous à la base, on est des gens qui fabriquons du meuble pour la maison et on a senti qu'il fallait nous qu'on ait du bureau à la maison. Donc ça, c'est nos dernières collections. Mais maintenant, on est en train de ramener de la maison dans le bureau. Donc c'est cette transversalité qui est en train d'arriver un peu. Après, vous l'avez dit, il faut de la fonction, oui c'est sûr, en tout cas il faut ramener de l'ergonomie au travail, ça c'est sûr, et qui souvent est amené par la chaise, entre autres qui a été quand même le premier élément qui a été acheté suite à la crise. Et après il y a eu un gros rush sur les chaises, mieux se sentir assis, et là maintenant on est sur le meuble. Enfin, je ne sais pas si tu le sens toi, mais... Mais il y a beaucoup de réemploi aussi sur les nouveaux projets. Ouais, énormément. Alors, énormément. Oh, mais ça, en tant que fabricant, on s'en fout. Non, mais un rôle à jouer quand même. Hein. Oui, mais c'est... Non, mais... Attends. Prenez votre micro quand je vous en prie. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur le fait qu'il ne faut pas se laisser griser dans l'office par les codes de l'hôtellerie. Et l'effet waouh en général, parce que ça ne correspond pas aux usages. Donc nous, on a tendance à repartir des usages. Ce qu'on retient et ce qu'on a fait dans l'hôtellerie, c'est qu'on pense qu'on va effectivement vers le sur-mesure. Donc on n'a pas de collection à proprement parler. On réagit au dessin des architectes d'intérieur. Alors sur les chaises et les canapés, c'est sûr, mais sur le bureau, proprement dit, sur le meuble, je suis d'accord. Ou on customise des produits extrêmement confortables, parce qu'effectivement, ils correspondent aux usages, pour un usage office, c'est-à-dire piétement 4 branches ou sur roulette. Donc nous, notre réponse, c'est plutôt proposez-nous vos dessins. On pense que c'est quelque chose de très spécifique. Il y a des codes hôteliers, mais il y a un usage qui est très très particulier. Donc on va plutôt sur cette proposition de sur-mesure. Tristan, du côté de RBC, comment vous fonctionnez sur le contract? C'est-à-dire vous avez il y a un service dédié avec des personnes qui a un cabinet d'études, vous faites des recommandations. Comment ça se passe un petit peu le suivi de la chaîne de questionnement quand vous avez un projet qui vous est soumis par Sagesse ou BSTLL? Comment vous fonctionnez? Alors oui, bien sûr, on a un service dédié, ça c'est obligatoire parce que c'est quand même un métier de spécialiste. Même pour l'habitat, hein, c'est aussi un métier de spécialiste. Ce que je trouve passionnant avec tout ce qui se passe en ce moment, qui a été amorcé avec le Covid et après ce qu'on vit actuellement, c'est qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'on n'est pas du tout dans un effet de mode, on n'est pas du tout dans un effet de style. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire de création de services, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour faire beau. Ça n'a rien à voir. C'est une démarche, c'est une modification sociologique profonde. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si c'était juste mettre des canapés, des plantes, des baby-foot, etc., c'est pas du tout le sujet. Et je pense que voilà, ceux qui partent uniquement dans ce côté-là, à mon avis, c'est déjà complètement révolu. Ce qui est intéressant, c'est il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est que
Donc c'est une révolution, enfin en tout cas une modification sociologique dans la mesure où c'est l'entreprise aujourd'hui qui est le moteur de cette modification. C'est-à-dire que depuis que je fais ce métier, moi j'ai toujours eu l'impression que souvent les designers, les architectes d'intérieur, les sociologues du travail, etc., étaient le moteur de la révolution en question. Ce qui est passionnant, c'est que là, ce sont des services qui sont dans l'entreprise. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas des toutes petites PME, mais dès qu'on a une boîte qui est assez conséquente, il y a à l'intérieur de l'entreprise un groupe de réflexion, voire des groupes de réflexion, qui ont tendance à créer, imaginer, ou en tout cas être en demande. Alors ça, c'est passionnant, parce que ça veut dire que tous les gens qui sont autour de la table aujourd'hui, tous nos métiers sont interrogés, sont motivés par cette demande. Et ça nous pousse tous à monter aussi en niveau. Parce que on n'est pas, en fait, nous ne sommes pas ni distributeurs, ni fabricants, ni archi, etc., les seuls créateurs de ça. On vit une demande. Et parfois, on vit aussi une créativité de la part de l'entreprise. Moi, je suis très étonné par des rendez-vous qu'on peut avoir avec certains groupes. En fait, il y a une culture du mobilier extraordinaire, une culture de ce dont ils ont envie, de manière plus ou moins précise. Et en fait, ils sont acteurs de ce changement. Et c'est ça qui est très, très passionnant, je trouve. C'est pas uniquement des meubles ou de la micro-architecture. C'est que j'ai l'impression qu'on est tous embarqués dans une énergie extraordinaire où on est en co-création avec eux. Et ça, c'est passionnant. On avait discuté ensemble il y a peu de la part que représentait le contrat chez RBC. C'est globalement, je ne sais pas si tu peux communiquer dessus, mais ça représente combien à peu près du chiffre d'affaires? Ah ben, ça grandit de plus en plus, mais ça c'est un peu le cas de tout le monde. Voilà. Le marché pour plein de raisons qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais le marché du particulier, c'est assez complexe en ce moment, de manière momentanée bien entendu, parce qu'on ne va pas arrêter d'acheter des meubles. Mais la période est compliquée. Enfin compliquée, elle n'est pas compliquée, elle s'est écroulée. Elle est ce qu'elle est. Ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ça va revenir comme de toute façon ça revient. Voilà. Par contre, il y a certains marchés effectivement qui sont très porteurs. Il y a l'hôtellerie bien sûr, mais c'est pas le sujet du jour. Non. Mais le mobilier de bureau et cette nouvelle manière de, même le terme de mobilier de bureau est absurde en fait. Voilà, donc il faut inventer tout un tas de. Dire, je suis d'accord. Et on est, oui, et ça c'est intéressant aussi parce que on est professionnel de ça. Je cherchais vite le terme et en fait on a des mots à inventer. Enfin tout se réinvente aujourd'hui. Et donc oui, bien sûr que c'est une grosse partie. Alors la proportion. Je dirais que le contract dans sa globalité aujourd'hui, c'est 70% du chiffre d'affaires. Et chez vous, fabricant, ça représente combien à peu près? Nous, on est entre 15 et 20%, mais ça fait très longtemps qu'on le fait. C'est le premier métier du groupe Rosès que personne ne sait. D'accord. Voilà, dans les années 50, on avait fait avec Jean Prouvé le mobilier d'Anthony. On a arrêté un moment quand on a lancé le retail, mais voilà, c'est un métier qu'on connaît, enfin qu'on espère connaître pas trop mal. Voilà. Chez Gauthier, ça fait combien de temps que vous faites du contract? Ça doit faire 5 ans, Ouais. mais on est à 5%. On fait 120 millions, on est 700 personnes, on est à 5%. D'accord. Après, il faut cartographier aussi les besoins de bureaux, parce que là, on est sur de l'aménagement de bureaux qui peuvent, quand on est en co-construction avec des grands donneurs d'ordre, on est sur du bureau qui peut représenter des investissements au mètre carré très importants. Nous, Gauthier, on est plutôt sur des investissements au mètre carré un peu moins importants, donc c'est pour ça qu'on essaie de mixer du produit standard avec de la personnalisation, parce que le 100% personnalisation, en plus avec la crise qu'on est en train de voir arriver, c'est toujours l'intérêt de pouvoir proposer un peu le mix des deux. C'est ce qu'il faut essayer de trouver, parce que les groupes de travail, surtout quand c'est open bar, peuvent tout créer, et c'est vrai que c'est trouver juste milieu par rapport à ça, parce que là par exemple en ce moment, on a des projets qui sont en train de se retarder, parce que les gens remettent en cause les budgets initiaux, enfin vous devez peut-être avoir ça aussi, des budgets initiaux qui brusquement deviennent moins importants en tout cas. Oui, alors retardé, malheureusement, on n'a pas la chance qu'ils se retardent en général. Par contre, revoir les budgets, oui, c'est toute la problématique. Non, le vrai enjeu, effectivement, c'est aussi travailler dans une enveloppe budgétaire.
c'est là où le mix est hyper intéressant et d'avoir des solutions assez variées en termes même de gamme, en termes de possibles. Ouais, voilà, parce que on s'aperçoit que on est. Alors, j'imagine que c'est pareil pour vous. On n'est jamais monomarque sur un projet. Non, Nous, notre non, jamais. c'est voilà, c'est pour ça qu'on a des partenaires distributeurs, c'est qu'on est des assembleurs en fait de solutions. Encore une fois, l'idée c'est de trouver une identité propre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est pour ça qu'autour de cette table, ça représente assez bien, je pense, aussi la structure du marché, c'est qu'on a besoin des uns des autres. C'est-à-dire qu'on a besoin de distributeurs qui sont capables de nous apporter aussi des nouvelles solutions, d'avoir un peu une tête chercheuse, on va dire, sur des nouvelles solutions. Des fabricants qui sont à notre écoute parce qu'on a besoin de parfois faire des mobiliers sur mesure, parfois effectivement de customiser. On parlait des canapés tout à l'heure. Un canapé pour travailler, il n'a pas la même profondeur, il n'a pas forcément la même hauteur qu'un d'assise, ouais. Voilà. Donc c'est là où on a besoin d'avoir vraiment des produits très spécifiques, même si visuellement on se dit c'est comme à la maison, c'est comme à l'hôtel, c'est lounge, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut une prise, il faut une tablette, il faut un peu moins de profondeur, un peu plus de hauteur, une mousse un peu plus ferme. Enfin voilà, c'est plein de petits détails où on a besoin de beaucoup de dialogue entre nous tous. Si je peux juste ajouter, Je vous en prie. c'est tout à fait vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même un retour aussi, enfin c'est la fonction qui fait le mobilier. Si on fait un parallèle avec l'hôtellerie, à un moment il n'y avait plus de bureaux dans les chambres. Le grand truc c'était de dire on va mettre une table, les gens vont travailler sur le lit. Moi ce que je constate c'est qu'il y a quand même un retour aussi du bureau dans la chambre. Donc voilà, pour travailler on ne peut pas se mettre n'importe où et n'importe comment. Et il y aurait le besoin d'intimité dont on pourrait parler aussi longuement. Oui, parce que ce besoin d'intimité, je trouve que c'est intéressant. Vous en aviez parlé tout à l'heure. On était vraiment on a vécu une époque, le tout open space, avec le placement libre, etc. Comment vous voyez le truc? Est-ce que vous êtes d'accord sur un retour au cloisonnement, à ce besoin d'intimité, peut-être même de concentration? On voit les grands open space, finalement, les personnes ont tendance à se recroqueviller dans l'open space, à avoir leur casque, à essayer d'éviter tout contact sonore, visuel. Bah, ça dépend des boîtes, je pense. Il y a pas mal de métiers, en fait, pas mal de personnes maintenant qui se disent je travaille de chez moi, je produis de chez moi et je viens au travail pour sociabiliser, pour être en réunion. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais honnêtement, moi, j'ai pas encore vraiment vu d'études de cas vraiment réalisées dans lesquelles on se dit bah ok, on vient au bureau et la plupart des postes sont des... Il n'y a pas de poste de travail, ce sont des places, des salles de réunion, de la réunion, de la collaboration informelle ou des box de repli, mais peu de postes de travail au final. Et La distance fait qu'on a ça. besoin de retrouver du collectif. Bien C'est-à-dire que comme on n'est pas tout le temps au bureau, il faut se retrouver ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il n'y a pas de... Finalement, c'est toujours des open space. Dans les usages de l'open space, par contre, effectivement, il y a des nouveaux usages un peu plus cloisonnés parfois, les phonebox, les visios, enfin voilà, tous ces usages-là. Et puis après, c'est une structure de l'open space, c'est-à-dire que l'open space n'est pas juste un grand espace libre, ouvert à tout vent. Il se partitionne. Les usages se mettent les uns après les autres de manière à structurer aussi le silence, les zones de concentration, tout en restant dans l'open space. Donc ça, c'est important aussi de trouver cette variété et cette flexibilité, parce que on sait que le cloisonnement est définitif, voilà. Donc il faut aussi anticiper que les organisations puissent bouger assez vite, tout en adaptant aux nouveaux usages de visio, de téléconférence qu'on peut avoir. On peut étudier les flux aussi d'un plateau, qu'est-ce qui se passe, où sont les flux principaux. On se dit que bah, justement devant les ascenseurs, on ne va pas mettre de poste de travail, on va mettre un espace d'accueil. Et justement essayer de mettre des postes de concentration un peu plus loin des circulations principales. Et ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais, l'open space, c'est pas que voilà, je vais venir d'un côté du plateau et puis à l'autre bout du plateau un autre jour. Enfin, on essaie aussi de réfléchir en termes de territoire. Donc les gens vont peut-être changer de place, mais au sein d'un même territoire, donc c'est quand même leur espace in fine. D'accord. Il y a un enjeu d'appropriation de l'espace. Oui. Très fort. Ouais. Pour les collaborateurs. Parce que finalement, on a ouvert, mais on a recréé des micro-box. Alors, il y a les cabines acoustiques, les phonebox dont vous parliez. Ça, c'est un budget de dingue. Ça représente, enfin, je veux dire, je ne sais pas pour les distributeurs. En l'occurrence, j'en parlais il y a peu, ça représente une part énorme dans les achats bureaux. Est-ce que tu me le confirmes ou je dis une grosse bêtise? Oui, c'est très important. Ouais. C'est quasiment une ligne dédiée, quoi. C'est-à-dire que voilà, on va parler
des espaces flexibles, on va parler effectivement des espaces de bureau à proprement parler. Et là, c'est la troisième ligne la plus importante. C'est énorme. Mais après, ce qui est intéressant aussi sur ces histoires de fermer, ouvrir, se réapproprier les espaces, c'est que finalement, encore une fois, on revient à cette transformation sociologique, c'est-à-dire que c'est le rapport dans l'entreprise au management et aux salariés. C'est-à-dire que, alors, je prends un exemple, les services informatiques, qui était une espèce de zone d'ombre, un truc un peu caché, avec des geeks qui étaient là pour résoudre les problèmes, enfin bon, et tout était problématique. Très back-office. Back-office, c'était vraiment le service SAV de la boîte. Bon. Il se trouve que dans beaucoup d'entreprises, le service informatique rentre au milieu de l'histoire. Et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, c'est que le service informatique, mais ça se démontre sur plein d'autres services. Ça veut dire que le rapport entre le salarié et l'entreprise, le salarié et son management, le management avec l'entreprise, etc., etc., les flux d'informations et les flux de responsabilité ont changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le salarié, quand il va voir le service informatique, il est client. Il est client service du tertiaire de sa propre entreprise. Tu me dois un service. Donc, je dois avoir un libre accès à cette notion de confort, de service. Et quand on parlait de séduire, oui et non. Je pense que c'est pas uniquement de la séduction. C'est vraiment de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est une auto-analyse de soi-même ou de son entreprise et de s'améliorer en profondeur. C'est pas uniquement séduire, c'est faire en sorte d'être meilleur. C'est vraiment ça. C'est-à-dire cassons les codes, cassons nos modes de travail. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même à l'intérieur de nos entreprises à nous, moi, quand je pense à ça, je pense à mon quotidien. Je me dis, mais il y a plein de choses qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire, etc. Donc, c'est intéressant d'ailleurs, ça en tant que professionnel, puisque nous, on est ceux qui donnons les solutions, etc. Mais moi, souvent, je vois des projets ou des idées qui viennent de nos clients. Et je me dis, mais on devrait... Oui, ils ont progressé, les clients. Ils prennent vraiment le sujet à bras-le-corps. Bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant. C'est que justement, on est Vous êtes challengé, quoi. Ouais, énormément. C'est vrai pour les sièges sociaux, mais puisqu'on en est là, nous, c'est vrai pour les usines aussi. Moi, j'ai des clients qui sont des industriels, qui créent maintenant des salles de repos pour les gens, pour les ouvriers et les ouvrières. Et on fait du mobilier là sur mesure, un peu customisé, mais là, c'est encore une autre demande. Et nous-mêmes, on devrait se poser la question de savoir si on ne doit pas le faire aussi dans nos propres usines. Donc, c'est vraiment une question de prise de... Donc, ça se propage. Non, ça se propage, oui. On revient à la IMSA bascule pour les ouvrières enceintes, finalement. C'est la version 2.0. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs, souvent. Vous imaginez comment, là, les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais proposées avant? Des espaces inédits, une nouvelle configuration, un changement de paradigme, je ne sais pas. Surprenez-nous. On veut du scoop. Alors nous, on fait pas mal d'expérimentations maintenant depuis une dizaine d'années. Donc il y a plutôt un retour d'expérience sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Dites-nous ce qui ne marche pas. Tiens, c'est intéressant parce qu'on parle que des choses qui marchent. Ouais. Voilà, on veut savoir. Si c'est un petit peu un ou deux trucs. Justement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a eu tendance à avoir une très très grande variété d'usages, à proposer une très grande variété d'usages sur les espaces. Force est de constater que les gens en utilisent 3, 4 max, enfin voilà, mais ça ne va pas au-delà. Donc en fin de compte, il y a besoin de beaucoup mieux cibler. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de solutions sur mesure. Moi, j'ai tendance à dire qu'on crée un outil de travail. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue que avant de voir toute la partie émotionnelle, sensorielle de l'espace, il y a la partie vraiment outil qu'il faut créer. Et donc, ça veut dire analyser les besoins d'un client, comment il travaille. Parfois, ils ne l'identifient pas eux-mêmes. Le projet qu'on a fait récemment, ils étaient justement sur le côté hyper collaboratif, ouvert. Voilà. Bon, quand on a compris et quand on les a écoutés, on s'est aperçu qu'ils avaient besoin de hyper efficacité, de timer à la minute près. Donc le plan, il a été fait à 1 minute, à 2 minutes, à 3 minutes de mon bureau. Qu'est-ce que j'ai comme service? C'est dans le consulting, non?
on est d'accord. C'est dans le consulting. Donc voilà, il y avait vraiment besoin d'avoir une hyper efficacité. Donc une fois qu'on a craqué ça et qu'on a établi les 2-3 usages dont ils avaient vraiment besoin, très précis, après on avait libre cours à habiller l'ensemble, j'ai envie de dire. Mais avant tout, c'était une analyse profonde et eux n'en avaient pas conscience en fait. Mais vous me disiez, le consultant, il faut le concevoir finalement comme une micro-PME à lui tout Oui, seul. exactement. C'est-à-dire Avec- qu'ils sont indépendants quasiment chacun. Ils ont leurs équipes. Donc ils ont besoin de manager leurs équipes, de les avoir sous la main, de pouvoir interagir avec eux, de les voir défiler à tour de rôle. Donc avec des espaces de collaboration, des outils très variés en termes. On a même créé des systèmes de cloisons spécifiques, acoustiques, écrit mur, enfin voilà, des modulables, enfin spécifiquement pour eux, parce que justement on avait identifié des outils dont ils ne disposaient pas aujourd'hui et qui étaient nécessaires à leurs aménagements. Et donc c'est vraiment à chaque fois quelque chose de très interne à l'entreprise. Tu parlais tout à l'heure de clients. Nous, on a une agence qui vient du design de marque et notamment du retail à l'origine. Donc on est très attaché au parcours client. Le collaborateur, c'est le premier client de l'entreprise. Avant le service IT, c'est l'entreprise, son premier client, c'est son collaborateur. Donc tout ce qu'on entend sur la marque et la marque employeur et après les sujets justement d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses clients extérieurs, d'abord ça doit s'appliquer en interne. Élodie, chez BSLL, vous avez Alors, les demandes qu'on trucs a en ce inédits. moment, ce sont des salles silence. Donc des salles dans lesquelles on vient, on peut être plusieurs, mais on est très très isolé d'un point de vue acoustique et on n'a pas le droit de parler et on est juste là pour se concentrer. Par contre, moi, ce que je rêve de faire un jour et que j'ai jamais réussi encore à convaincre un client pour le faire, et je suis convaincue que ça pourrait marcher, ce sont les salles de sieste. Alors, ça on en a. Alors nous Et on en a ça fait. marche Non, pas pas du tout. Ah, Alors, je reviens. Ça marche pas. On en a fait. peut-être que ça dépend des gens. Bah, en fait, on en a fait de différentes manières. Là, sur Ouais. 2-3 projets, le Rex, c'est que finalement, Les gens n'osent pas. bah, en fait, ça dépend comment. Salle de sieste, si c'est une grande salle avec des petites bulles pour Oui. dormir, les gens viennent pas parce Ok. qu'ils veulent pas dormir à côté de quelqu'un d'autre. Ils D'accord. ronflent, là, ils aiment pas, donc ils aiment pas. Si c'est vraiment une bulle complète, une pièce fermée individuelle, ça peut éventuellement marcher. Et Non, en fait, ils veulent une suite à l'intérieur du truc, ouais, alors globalement. ça, Ouais. on l'a fait aussi. Ouais. Ça marche plutôt pas trop mal. Ça marche pas mal. Ouais, c'est plutôt Mais- les espaces jet lag aussi, ça, Ouais, ça, c'est ça, marche c'est les bien. jet lag Il y a avec une douche à la côté, douche, voilà, ouais, le ça, café, c'est voilà. pas mal. Mais c'est Ouais. peut-être culturel aussi. Hein. Je reviens là, j'étais à la Dubai Design Week. Il y avait, j'ai visité des fabricants notamment et des artisans, et j'ai vu plusieurs salles de sieste hyper bien faites. Alors il y avait une salle intermédiaire, une salle un peu cocooning pour d'abord se détendre, bouquiner un peu, et après une autre pièce, là complètement fermée avec un lit. Je pense que c'est très Des steps. culturel. En France, je pense que c'est encore difficilement admis du management, de sa position vis-à-vis de son management. Moi, j'ai travaillé pas mal en Chine. En Chine, entre midi et 2, ils éteignent les lumières dans l'open space et ils sortent les oreillers, ils font la sieste dans leur bureau, quoi. Mais il reste 22 heures. Voilà. C'est C'est aussi aussi- ça il faut qui pose, compenser. Mais culturellement, il y a un rapport complètement différent au repos. J'ai l'impression que ça marche mieux dans les espaces de coworking en fait, chez Coerc ou chez Morning. Parce que les gens sont plus dans un anonymat, ils sont peu nombreux de la même entreprise, donc ils ont plus de facilité Il y à a y moins aller. de je rapport crois. hiérarchique également. Donc, Rapport hiérarchique complètement différent. oui. tu fais des salles de sieste, Tristan? Non. 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 C'est intéressant après de la manière dont on l'évoque, ce que ça peut symboliser aussi, bien sûr. Parce que le mobilier, le design, tout ça, c'est aussi beaucoup du symbole. Par rapport au management, par rapport à ce qu'on peut communiquer de soi dans l'entreprise. Voilà. Et après, ce que je relève dans ce que disait notamment Jean-Philippe, là, c'est l'histoire de la flexibilité, c'est assez intéressant. Nos métiers sont aussi quand même des métiers de contrainte. On est créatif parce qu'on est contraint, quoi. Et je trouve que l'histoire de la flexibilité, ça a été un mot un peu valise, où on s'est dit, on va mettre des canapés, on va mettre des trucs, voilà, des espaces ouverts, on va avoir plusieurs fonctions, et donc les gens vont être heureux parce qu'on va décloisonner le principe de la fonction. Et ça, en fait, c'est très juste quand tu dis que finalement, ça ne marche pas, ou alors une certaine limite.
Je prends l'exemple par exemple d'un fantasme de toutes les premières années en design produit, c'est de faire la table qui se transforme en lit, qui se transforme en chouette, qui se transforme en télé, qui se transforme en truc. Tous les étudiants en design ont fait ça, et en fait ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Il y a deux projets qui ont marché, c'est la table à rallonge et le canapé lit. C'est tout. Sinon, tout le reste, c'est que des flops. C'est du J'y monte à Paris. Ouais, Nathalie oui, parce Crasset. qu'en fait, c'est un fantasme. C'est un truc, on n'a pas envie de transformer son lit en bureau et son bureau en douche et tout ça. On n'a pas envie. Et voilà. Et donc, la flexibilité, à mon avis, c'est pareil. C'est très ténu le rapport entre le design produit, l'architecture d'intérieur, l'architecture, la fabrication. On est tous liés. Et donc, la flexibilité, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire une analyse vraiment très profonde de ce que c'est que le travail aujourd'hui, notre rapport au transport, à la fatigue, au travail, etc., etc. Et ensuite, de faire des micro-architectures, comme tu disais, mais qui ont des fonctions bien précises et évolutives. Et c'est pas parce qu'on mélange tout que c'est cool. En fait, ça, c'est à mon avis absurde. C'est pas la coolitude, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr, par contre, je pense que c'est important de pouvoir proposer juste un truc très simple qui est une variété de hauteur d'assises. Rien que ça. Voilà, on sait qu'on n'a pas envie forcément d'être assis à son bureau, donc on peut avoir des bureaux relevables, mais on peut aussi avoir envie de s'asseoir sur une table haute ou alors d'être assis sur un canapé. On sait qu'on travaille plus toujours sur le... Ou de travailler debout d'ailleurs. Exactement. Donc, Complètement en fait. disiez. Moi je m'aperçois que la variété là, donc dans les projets qu'on est en train de mener, dans les sujets sur lesquels on cherche, il y a la posture et moi je suis très axé en ce moment sur le rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir du moment où on met des benches les uns derrière les autres, qu'ils soient haut ou bas, qu'on ait des tables réglables en hauteur, c'est toujours la même chose en fait. Par contre, le rapport qu'on va avoir, là on est sur une table triangulaire, on n'a pas le même rapport que si on est sur une table rectangulaire, ronde, complètement polymorphe. Et ça c'est un rapport aux autres et une manière de se dire qu'on est ouvert ou pas à la discussion, à collaborer, à se concentrer, qui est complètement différent. Et ça je pense que c'est une manière d'apporter du choix tout en gardant une ergonomie toujours la même finalement. Et donc ça, vous le déclinez en code selon la nature de l'espace avec des formes de table différentes. Ouais. Et c'est pigé tout de suite par le salarié. Il a compris que maintenant, enfin en fait, ça devient une déclinaison du code global, de la charte, je dirais, du mobilier de la boîte et de se dire voilà, je suis dans cet espace-là, je vais avoir une table ronde. On essaie trop de standardiser. Les collaborateurs, ils ont tous des vies personnelles, des caractères très différents. Et en fin de compte, ils ont besoin chacun de trouver leur espace et leur manière d'interagir différente. Donc il y a besoin d'offrir cette variété. Moi j'ai tendance à dire en général, parce que la notion de territoire elle est maintenant acquise dans les entreprises, quand vous mettez quelqu'un qui passe de son bureau fermé à un open space en flex office ou quoi que ce soit, c'est comme si vous le larguez en plein milieu d'une forêt. Donc au début, il va faire 2 mètres autour de son point de chute parce que c'est difficile, on ne sait pas où on est, il fait nuit, il fait froid, il pleut, voilà. Et puis petit à petit, on va l'explorer à droite, à gauche, on va se dire ah là il y a un coin qui est plutôt sympa, peut-être que je pourrais m'y mettre. Et puis là et au fur et à mesure, en fonction des caractères et des personnes, le territoire il va s'étendre plus ou moins en fait. Et donc on a besoin de créer ce point de chute, ce camp de base, et après de leur offrir des territoires inexplorés un petit peu plus lointains, mais où certains vont trouver un vrai confort. Très bien. Et est-ce qu'on garde comme mot de la fin ou quelqu'un va ajouter quelque chose? Mac, vous étiez Non, tenté d'intervenir. Oui, c'est Paulin qui disait qu'un meuble devait être utile à celui qui s'en sert. S'il y avait de la poésie, c'était mieux, mais c'était en plus. Donc je pense que ça résume assez bien ce que tu viens de dire. Et de dire aussi, oui. Très bien. Écoute, Tristan, tu vas ajouter quelque chose? Oui, moi David également. je voulais ajouter que ce qui est passionnant dans ce qui nous arrive là en ce moment par rapport à cette surprenante nouvelle de cette modification du travail, c'est que ça interroge aussi les designers. C'est ça qui est passionnant. Et c'est ça, les designers et les fabricants. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a le concept, mais ça va vraiment nous ramener au design de la révolution industrielle. C'est-à-dire que là, on se réinterroge de manière très, vous citiez Paulin et combien vous aviez raison, mais ça nous réinterroge tous à la base. C'est-à-dire que c'est le client, la réflexion, la sociologie, l'ergonomie qui vont repenser le design. Et c'est ça, les designers et les fabricants. C'est-à-dire que là, on se réinterroge de manière très, vous citiez Paulin et combien vous aviez raison, mais ça nous réinterroge tous à la base. C'est-à-dire que c'est le client, la réflexion, la sociologie, l'ergonomie qui vont repenser
le design produit aussi. Et ça, c'est très intéressant. Oui, et puis c'est vrai que ce marché nécessite à ce que nous ayons des usines agiles. Parce que finalement, vous avez raison de dire il faut s'adapter à chaque personne, mais la personne peut aussi partir et dans ce cas-là, il faut s'adapter à la suivante. Donc ça veut dire qu'il faut trouver aussi des espaces de vie qui soient assez agiles pour pouvoir recevoir des pondérations différentes selon les caractères. Parce qu'à un moment, on a 100 personnes qui sont représentatives de telle ou telle façon de vivre par rapport au travail. Et 6 mois après, 1 an après, ça peut changer. Donc il faut de l'agilité dans les espaces, pas se figer en fait. Et nous, c'est la même chose dans nos usines. C'est-à-dire, si on se fige, c'est comme ça que le Made in France, de toute façon, se maintient. C'est de l'agilité et de la réactivité. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas que les marchés se décalent, mais parce qu'ils sont de plus en plus dans le rush, je trouve. Mais par contre, ils ont des budgets qui peuvent se recaler. Mais c'est ça, en fait, la conclusion. C'est l'agilité, en fait. Très Tout bien. à nous. Eh ben, merci beaucoup à tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci. C'est un plaisir d'échanger Merci avec beaucoup. vous. Je vous laisse entre d'autres mains. Moi, je vous retrouve à 15h puis à 17h pour des petits talks de 10 minutes avec le premier, ce sera Frédéric Sophia, designer industriel, et Emmanuel Galina, designer industriel également pour AMPM et Polyform. À tout à l'heure et bonne journée.